Les 6 associés principaux restèrent assis, encaissant ce dont ils venaient d'être témoins. Vincent fut le premier à parler. « Tu as été miséricordieux, plus miséricordieux qu'il ne le méritait. »« La miséricorde n'a rien à voir là-dedans, » répondit Nicolas fatigué. « L'éliminer aurait été facile. Mais cela aurait aussi fait de lui un martyr pour sa famille, créer des complications dont nous n'avons pas besoin. Comme ça, il vivra avec sa honte. Et s'il est intelligent, il disparaîtra quelque part loin de New York et ne reviendra jamais. » La réunion se dispersa après que Nicolas eut confié différentes tâches aux hommes présents. Renforcement de la sécurité, réexamen de toute autre personne pouvant avoir accès à des informations sensibles, message à envoyer aux dirigeants albanais pour leur faire comprendre que la fuite avait été identifiée et bouchée. Quand la pièce se vida, Élie resta assise sur sa chaise contre le mur. Nicolas se tenait devant la fenêtre, qui n'était pas vraiment une fenêtre, seulement un écran affichant une vue de la ville, donnant l'illusion d'ouverture dans cette pièce scellée. « Vous devriez partir avec Ethan, » dit-il sans se retourner. « J'ai d'autres réunions aujourd'hui. »« Vous allez bien ?» La question sortit avant qu'Élie puisse l'arrêter. Les épaules de Nicolas se tendirent. « Je vais bien ?»« Non. » Élie se leva, s'approcha tout en gardant une certaine distance. « Cet homme a travaillé pour vous pendant 8 ans. Vous lui faisiez confiance. Et il vous a trahi. Ce n'est pas rien. » « Dans cette vie, la trahison est toujours possible, » dit Nicolas sans encore la regarder. « On apprend à s'y attendre. » S'y attendre ne rend pas la douleur. Enfin, il se tourna vers elle. Son expression était maîtrisée, mais elle pouvait y voir l'épuisement et quelque chose de plus profond dessous. De la douleur, peut-être, ou de la déception envers lui-même pour ne pas avoir vu la trahison plus tôt. « C'est ma faute, » dit-il doucement. « J'aurais dû le remarquer. J'aurais dû voir les signes. Carlo était distant depuis des mois, stressé. J'ai mis ça sur le compte de la pression liée à la gestion financière de 3 restaurants. Je n'ai pas creusé. » « Vous n'êtes pas responsable de ses choix. Je suis responsable de tout le monde dans cette organisation, leur sécurité, leur loyauté. Quand quelqu'un trahit cela, c'est mon leadership qui est en cause, mon jugement. » Nicolas passa une main dans ses cheveux, première fissure dans son sang-froid. 3 hommes ont été brûlés dans cet incendie d'entrepôt. Ils sont à l'hôpital en ce moment parce que je n'ai pas découvert la trahison de Carlo assez vite pour empêcher l'attaque. C'est ma responsabilité. Élie ne sut pas quoi dire. Elle ne pouvait pas offrir de réconfort vide, ni de banalité. C'était son monde, sa responsabilité et son fardeau. Tout ce qu'elle pouvait offrir, c'était sa présence. Une compréhension sans jugement. « Je dois travailler, » dit Nicolas après un moment. « Il y a beaucoup à gérer aujourd'hui. »« Gérer avec Ethan, » accepta Élie. Mais elle s'arrêta à la porte. « Pour ce que ça vaut, vous avez géré cette situation avec plus de retenue que la plupart des gens ne l'auraient fait. Carlo est vivant parce que vous avez choisi la clémence plutôt que la vengeance. Ça dit quelque chose sur l'homme que vous êtes. » Elle partit avant qu'il puisse répondre, suivant Ethan dans le couloir jusqu'à l'ascenseur. Ils retournèrent à l'Upper East Side en silence, tous deux en train d'assimiler les événements du matin. L'appartement sembla étrangement vide à leur arrivée. Ethan disparut à sa place habituelle avec son ordinateur portable, surveillant communication et flux de sécurité. Élie prépara un déjeuner dont aucun des deux n'avait vraiment envie, ayant simplement besoin du rythme familier de la cuisine pour apaiser son esprit. L'après-midi s'étira long et silencieux. Nicolas ne revint pas. Élie travailla sur des rapports de restaurant, passa en revue des menus, mais son esprit revenait sans cesse à la salle de conférence. Aux larmes de Carlo et à la fureur froide de Nicolas, au poids de la trahison et au prix d'une confiance mal placée. Il était plus de 11 heures quand elle entendit enfin la porte d'entrée s'ouvrir. Nicolas entra seul, ayant renvoyé son escorte de sécurité habituelle en bas. Il semblait absolument vidé, bougeant avec la précision prudente de quelqu'un qui ne tenait debout que par la volonté. Élie était dans la cuisine incapable de dormir,
préparant un thé dont elle n'avait pas particulièrement envie. Elle le regarda se diriger vers son bureau sans reconnaître sa présence. Elle aurait dû le laisser tranquille, respecter son espace et sa manière de gérer les choses. Mais quelque chose la tira en avant, et elle le suivit jusqu'à la porte du bureau qu'il avait laissée légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, Nicolas était assis dans le noir, un verre de whisky à la main, fixant le vide. Il ne réagit pas quand Ellie entra, ne lui dit pas de partir. Il resta simplement là, dans les ombres, perdu dans des pensées auxquelles elle n'avait pas accès. Ellie s'installa dans le fauteuil en face de son bureau et attendit. Elle ne parla pas, n'offrit ni consolation ni conseil, ni aucune de ces choses inutiles que les gens disent quand ils ne comprennent pas ce que quelqu'un traverse. Elle resta simplement assise avec lui dans l'obscurité, partageant le silence. « Je connaissais ces enfants », dit enfin Nicolas la voix rauque. « Les enfants de Carlo. Ils sont adultes maintenant, ont leur propre famille. Mais quand ils étaient petits, j'allais aux anniversaires, aux remises de diplômes. Je faisais partie de leur vie parce que Carlo faisait partie de la mienne. Je suis désolée. Je lui faisais entièrement confiance. Je n'ai jamais remis en question sa loyauté ni sa compétence. Je n'ai jamais pensé à regarder plus loin quand il a commencé à montrer des signes de stress. Nicolas but une gorgée de whisky captant la lumière ambiante du couloir. Et maintenant je dois vivre avec le fait que mon aveuglement a mis des gens en danger. Vous a mis en danger. Ellie se pencha en avant. Carlo a fait ses choix, pas vous. Il aurait pu demander de l'aide pour son problème de jeu. Il aurait pu tout avouer avant que ça devienne incontrôlable. Il a choisi les Albanais à la place. Ce n'est pas votre faute. Une partie du leadership consiste à voir ces choses avant qu'elles ne deviennent catastrophiques. Vous n'êtes pas médium. Vous ne pouvez pas lire les pensées ni prévoir toutes les trahisons possibles. Elle s'interrompit, choisissant ses mots avec soin. Vous avez fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Vous avez protégé votre organisation et supprimé une menace. C'est ce que font les bons dirigeants. Nicolas la regarda enfin vraiment, ses yeux sombres accrochant les siens à travers le bureau. Vous ne devriez pas être ici. Vous devriez être en colère contre moi pour vous avoir entraîné dans ce désordre. Je ne suis pas en colère. Pourquoi ? Il semblait sincèrement curieux. Votre vie a été détruite à cause de moi, parce que les Albanais veulent se venger du fait que je sois encore en vie. Vous devriez me haïr. Je vous ai sauvé la vie, lui rappela Ellie. C'était mon choix. Tout ce qui a suivi est une conséquence, oui, mais pas une conséquence que je regrette. Ces dernières semaines, travailler avec vos restaurants, construire quelque chose de réel, c'est plus que ce que j'avais avant. Plus de buts, plus de défis, plus d'avenir que laver des assiettes et compter des pourboires. C'est une rationalisation. Peut-être, admit-elle, ou peut-être que c'est juste la vérité. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, je peux seulement décider comment j'y réponds. Et je choisis de voir une opportunité plutôt qu'une catastrophe. Nicolas posa son verre et se leva, contournant le bureau jusqu'à être plus près d'elle. Dans la lumière faible, ses traits étaient tout en angle vif et en ombre à la fois intimidant et vulnérable. « Je tiens à vous, dit-il doucement, plus que je ne devrais, plus que ce qui est sage compte tenu de tout ce qui se passe. Mais il faut que vous le sachiez, il faut que vous compreniez que vous protéger n'est plus seulement une obligation. C'est personnel. » Le souffle d'Ellie se bloqua. Elle avait senti le changement en lui ces dernières semaines, la façon dont il la regardait parfois lorsqu'il croyait qu'elle ne faisait pas attention. La manière dont il trouvait des excuses pour l'accompagner aux inspections de restaurants, partager des repas, existait dans son espace. Mais l'entendre le dire à voix haute rendait cela réel d'une manière à la fois terrifiante et inévitable. « Je tiens à vous aussi, admit-elle. Je ne devrais probablement pas. Vous êtes un criminel. Votre monde est fait de violence et de conséquences que je ne comprends pas complètement. Mais oui, je tiens à vous. » Nicolas tendit lentement la main, lui laissant le temps de reculer. Quand elle ne le fit pas,
Sa paume se posa doucement contre son visage, son pouce suivant la ligne de sa pommette, là où l'éraflure avait enfin complètement guéri. « C'est une très mauvaise idée, murmura-t-il. « Probablement la pire, accepta Ellie. Alors il l'embrassa prudemment d'abord, comme pour tester. Elle se pencha vers lui, ses mains trouvant ses épaules, l'attirant plus près. Le baiser s'approfondit, des semaines de tension et de sentiments tus, trouvant enfin une expression. Quand ils se séparèrent enfin, respirant tous deux plus fort, Nicolas posa son front contre le sien. « Nous ne pourrons pas revenir en arrière, dit-il doucement. Une fois cette ligne franchie, tout change. Tout a déjà changé, répondit Ellie. Il y a 3 semaines quand une voiture a explosé. Ce n'est qu'un changement de plus dans une série de changements. Il l'embrassa de nouveau, moins prudemment cette fois, et Ellie se laissa tomber dedans. Demain apporterait plus de complications, plus de dangers, plus de choix impossibles. Mais ce soir, dans l'obscurité de son bureau, tandis que la ville dormait dehors, ils trouvèrent quelque chose de simple et de vrai dans le chaos de leurs vies entremêlées. Les cartes étalées sur la table de la salle à manger avaient une précision tactique presque militaire. Ellie était sortie de sa chambre à 7 heures du matin, attirée par des voix, et avait trouvé Ethan et Nicolas penchés sur des schémas détaillés de ce qui semblait être un complexe industriel. Des marques rouges indiquaient les points d'entrée. Le bleu montrait des itinéraires de sortie possibles. Des X noirs marquaient des positions auxquelles elle ne voulait pas trop penser. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle depuis la porte. Les 2 hommes levèrent les yeux. L'expression d'Ethan devint soigneusement neutre. Nicolas se redressa, roulant les épaules, comme s'ils étaient penchés sur les cartes depuis des heures. « Nous les avons trouvés, » dit simplement Nicolas. « Carlo nous a donné assez d'informations pour trianguler leur centre principal d'opération. Complexe d'entrepôts dans Queens. Zone industrielle, bâtiment majoritairement abandonné. Il l'utilise comme base depuis 6 mois. » Ellie s'approcha, regardant les cartes étalées sur le bois coûteux. « Et vous prévoyez de l'attaquer ?» ?»« Oui. » Cette honnêteté brutale ne devrait plus la surprendre. Nicolas ne faisait pas dans les mensonges confortables. « Quand ? » ?»« Demain, à l'aube. Nous coordonnons avec 2 autres familles qui ont été touchées par l'expansion albanaise. Force combinée de 20 hommes. Opération professionnelle contrôlée. » Il montra différentes sections de la carte. 3 points d'entrée. Ethan commande 8 hommes ici couvrant les sorties sud. Je prends 12 hommes par l'entrée principale. La famille Ritchie envoie des observateurs pour éviter les victimes civiles si quelqu'un s'égare dans le secteur. L'estomac d'Ellie se contracta. Elle savait que la violence faisait partie de son monde. Elle en avait vu les conséquences avec l'incendie de l'entrepôt. Mais c'était différent. C'était prémédité, planifié. Une guerre stratégique qui se déroulait dans sa ville, pendant que les gens ordinaires dormaient. « Des gens vont mourir, » dit-elle doucement. « Probablement. » Nicolas soutint directement son regard. « Des combattants albanais qui essaient de m'éliminer, qui vous menacent, qui ont attaqué mes opérations et blessé mes hommes. Oui, certains d'entre eux mourront probablement demain. » « Et ça ne vous dérange pas ? » ?»« C'est nécessaire, » corrigea-t-il. « Il y a une différence, je n'aime pas la violence, Ellie. Je n'y prends aucun plaisir. Mais je suis prêt à l'utiliser quand les autres options ont été épuisées. Nous avons essayé la pression économique, nous avons essayé la négociation par intermédiaire. Ils ont répondu en montant d'un cran, en rendant ça personnel avec ce message à l'entrepôt. Ils ne veulent pas reculer. Alors nous forçons les choses. » Ellie fit le tour de la table regardant les cartes sous différents angles. « Et la police, le FBI ? Pourquoi ne pas simplement leur donner ces informations et les laisser gérer ? Parce que les enquêtes fédérales prennent des mois, parce que les dirigeants albanais se disperseraient avant que des mandats soient délivrés. Parce que d'ici à ce que le système fonctionne, si jamais il fonctionne, ils auraient déménagé et se seraient reformés ailleurs. » La voix de Nicolas restait calme, factuelle. Et parce que ce n'est pas une question de justice au sens légal, c'est une question de pouvoir. D'envoyer un message sans prendre à nous, à vous spécifiquement,
coûtent plus qu'ils ne sont prêts à payer. Donc c'est de la vengeance. C'est une conséquence, dit fermement Nicolas. Il y a une différence. La vengeance est émotionnelle disproportionnée. La conséquence est mesurée, stratégique. Nous n'allons pas là-bas pour blesser tous ceux que nous trouverons. Nous allons capturer leur dirigeant Arben Krasniki et imposer des conditions. Lui faire comprendre que poursuivre l'hostilité signifie une guerre totale contre plusieurs familles. Une guerre qu'il ne peut pas gagner. Ethan se racla doucement la gorge. Patron, nous devrions revoir la chronologie. Laisse-nous une minute, l'interrompit Nicolas, gardant les yeux sur Ellie. Ethan hocha la tête et se retira dans la cuisine, leur laissant de l'espace. Nicolas contourna la table pour se tenir plus près d'elle. Je sais que ce n'est pas votre monde. Je sais que cela paraît brutal et mauvais selon les règles avec lesquelles vous avez grandi. Mais c'est la réalité de la situation dans laquelle nous sommes. Les Albanais ne s'arrêteront pas parce que nous leur demanderons gentiment. Ils ne s'arrêteront pas parce que c'est la bonne chose à faire. Ils s'arrêteront quand continuer deviendra trop coûteux, quand ils comprendront que leur survie dépend du fait de nous laisser tranquilles. Et les gens dans cet entrepôt ? Ellie désigna les cartes. Ceux qui ne sont pas les chefs, les types qui ne font qu'obéir aux ordres. Ils auront l'occasion de se rendre, dit Nicolas. Ce n'est pas une attaque généralisée, c'est une opération ciblée. Nous voulons Arben vivant. Nous voulons ses lieutenants vivants, si possible. Quiconque baisse son arme et se met en retrait repartira. Mais quiconque riposte rencontrera une force appropriée. Force appropriée. Un langage si clinique pour la violence et la mort. Ellie regarda de nouveau les cartes, la planification méticuleuse de cette opération. Elle pensa aux semaines passées à la prime sur sa tête, à son visage peint à la bonde sur le mur d'un entrepôt brûlé. À vivre dans une peur constante, à regarder sans cesse par-dessus son épaule, sa vie entière effondrée, parce qu'elle avait remarqué un fil rouge. « Je ne veux pas que des innocents soient blessés, dit-elle enfin. Moi non plus. C'est pourquoi nous faisons cela à l'aube, quand la zone est vide. C'est pourquoi nous avons des observateurs pour tenir les civils à l'écart. C'est pourquoi le plan est de capturer et négocier, pas de frapper aveuglément. Mais s'ils ripostent, alors nous nous défendrons avec une force létale si nécessaire. » Nicolas ne détourna pas le regard de la vérité. Je ne demanderai pas à mes hommes de mourir pour protéger des hommes qui essaient activement de les éliminer. Ce n'est ni raisonnable, ni réaliste. Ellie croisa les bras, se sentant glacée malgré la chaleur de l'appartement. Je déteste que cela arrive. Je déteste que ce soit nécessaire. Je déteste comprendre pourquoi vous le faites. Vous pouvez le détester et l'accepter quand même, dit Nicolas doucement. Les deux ne s'excluent pas. Je fais ça depuis 15 ans, et je déteste encore la plupart de ce que cela implique. Mais je fais ce qui doit être fait pour protéger ma famille, mes hommes, et maintenant, vous. Elle leva les yeux vers lui, vers l'épuisement dans son regard, vers le poids qu'il portait avec tant de soin. Soyez prudent demain. Revenez. Quelque chose s'adoucit dans son expression. Je reviendrai. J'ai des raisons de revenir maintenant. Il déposa un baiser doux sur son front, puis retourna aux cartes avec Ethan. Ellie les regarda planifier pendant encore 1 heure, avant de se réfugier dans sa chambre, incapable d'en entendre davantage. Elle ne dormit pas cette nuit-là, resta simplement allongée à compter les secondes, attendant l'aube. L'appartement était vide quand elle sortit à 7 heures. Nicolas et Ethan étaient partis depuis des heures, emmenant avec eux la majeure partie de l'équipe de sécurité. Il ne restait qu'un garde posté devant la porte d'entrée.